Cette vidéo de rencontre est réalisée à la demande d'Ecosciences Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par PlayAzur Prod. Ça fait suite à une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Monsieur Phi en collaboration avec Nicolas Gravel, enseignant-chercheur à l'AMSE, Aix-Marseille School of Economics, un laboratoire du CNRS et d'Aix-Marseille Université. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne où j'explore des questions de théorie des jeux et d'agents kantiens ou non kantiens. Est-ce que les gens se comportent plutôt comme des agents rationnels, égoïstes, optimisateurs, ou est-ce qu'ils ont des idées kantiennes dans leur comportement? Et je suis avec Nicolas Gravel qui est chercheur enseignant à l'AMCE, donc qui est Aix-Marseille School of Economics. C'est bien ça. Oui. J'ai tout bon jusque-là. Et donc, qui s'est intéressé. En fait, c'est à cause de vos recherches que je me suis penché sur ça. C'est que vous vous intéressez donc à cette idée de marier les idées de Kant et la recherche en économie et en théorie des jeux. Si j'ose dire, est-ce que vous pouvez me corriger si je dis des choses un peu fausses? Et donc, on va discuter de ça pour prolonger la réflexion initiée dans ma vidéo. Voilà, peut-être je vais vous laisser vous présenter un peu plus précisément, parce que sans doute j'ai pas été assez précis. Non, non, vous avez été assez précis, donc je peux effectivement me présenter. Donc, je suis Nicolas Gravel, professeur de sciences économiques donc à Aix-Marseille School of Economics, qui est donc un département d'économie d'Aix-Marseille Université, qui fait de la recherche en économie dans pratiquement tous les domaines des sciences économiques. Et donc, moi, je suis plus particulièrement un spécialiste d'économie publique. Donc, je fais effectivement de la théorie des jeux, mais quand j'en fais, je l'applique plutôt aux décisions publiques et à un problème qui est très important en économie publique. En tout cas, c'est le problème de fournir des biens publics ou des biens collectifs aux gens. Donc, c'est un D'accord. problème qui est assez complexe, puisque les biens publics ou les biens collectifs, c'est des biens dont on peut tous bénéficier simultanément sans être rivaux dans la consommation de ces biens et Mm. sans qu'on puisse nécessairement facilement s'exclure de la consommation de ces biens. Quand une pomme ou une bière, c'est un bien Mm. rival parce on est rivaux lorsqu'on consomme une pomme ou une bière. Si je prends la pomme, vous ne la consommez pas. Et si vous Mm. la prenez, moi, je ne la consomme pas. Mais Ah, lorsqu'on a des biens publics comme l'air pur, par exemple, ou comme un réseau Internet, ou comme ou la une vidéo protection YouTube. policière, Cette on vidéo compte YouTube, par exemple, c'est un bien public. On, la consommer, la regarder n'exclut pas les autres du fait de la regarder. tout à fait. Donc, Tout à fait. Et ça- donc, voilà, et donc on va en rediscuter dans l'entrevue, mais justement, la production de biens publics, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de mécanisme marchand naturel pour produire ces biens publics. Parce que quand il y a un mécanisme marchand, c'est basé toujours sur l'exclusion, sur l'échange des droits de propriété sur le bien. Mm. Donc, ça présuppose qu'on peut exclure les gens de l'usage du bien et ou que c'est efficace d'exclure les gens. Alors, l'exclusion est compliquée parce que, par exemple, la vidéo dont on parle ici, sur votre chaîne YouTube, elles sont publiquement disponibles, elles sont gratuites, mais vous auriez possibilité d'exclure des gens Mm. de l'usage de la chaîne en les faisant payer. Vous pourriez le faire si vous le souhaitiez. Ce ne serait pas très compliqué sur un plan technique. Non, mais de fait, j'ai une partie j'ai quelques, il y a quelques choses que je produis qui sont réservées aux gens qui me soutiennent sur les plateformes de dons, parce que c'est ça, moi, un de mes modes, un de mes principaux modes de financement, c'est des plateformes de dons. Comme petite contrepartie, j'ai quelques contenus qui sont réservés à ceux qui font ça. Alors c'est ouvert à la moindre contribution, on a accès à tout, hein, c'est très généreux comme système, mais c'est une petite incitation. Effectivement, en fait, l'essentiel de ce que je fais est accessible publiquement à tout le monde, peu importe qu'on ait participé au financement ou pas. C'est ça qui est assez particulier. Et C'est ça. Donc, c'est très pertinent pour ce genre de recherche, parce que donc le problème de ces biens mm, publics, c'est que effectivement, dès lors que on peut pas s'exclure mutuellement, que j'ai pas moyen d'exclure les gens, il y a la question de savoir comment on va financer ces biens publics. Donc vous mm, parlez par exemple d'une souscription volontaire. Alors c'est effectivement comme ça qu'on le fait souvent. On souscrit volontairement à une chaîne YouTube, par exemple, ou à d'autres types de biens publics de la sorte. Mais quand on fait ça, en fait, quelque part, il y a un peu ça peut heurter le modèle dominant en économie, qui est le modèle de l'homo economicus, c'est-à-dire que pourquoi je contribuerais
si d'autres vont contribuer également. Étant donné que les autres contribuent, moi, je pourrais avoir comme intérêt individuel de très peu contribuer. Mais si tout le monde se dit ça, eh bien, il y aura très peu de contributions et il y aura une sous-production de biens publics. Et c'est un peu dommage, mais en pratique, ce qu'on observe, c'est que les gens contribuent souvent plus que ce que permet le modèle dominant en économie, qui est le modèle de l'homo economicus, qui en gros, maximise son intérêt individuel, étant donné ce que font les autres. En fait, ce qu'on Mm. remarque dans beaucoup de ces situations d'offres de biens publics, c'est que les gens contribuent beaucoup plus que ce que prévoit le modèle de l'homo economicus. Et donc, dans les recherches dont on va parler, on a essayé de comprendre pourquoi ils contribuaient comme ça et comment les gens prenaient leurs décisions dans ces contextes. Mm. Donc, si on Dans parle ma de... vidéo, c'est l'idée d'agent rationnel classique, comme je dis, que j'oppose du coup à l'agent kantien. Alors qui, du point de vue de Kant, est aussi un agent rationnel, ce qui est un peu particulier, mais donc ce qu'on appelle agent rationnel, c'est donc cet homo economicus qui maximise sa propre utilité étant donné ces informations, en gros, si je simplifie les choses. Donc c'est un modèle qui est très simple, mais qui effectivement, alors, tel que je le présente dans la vidéo, j'essaye de dire, en gros, c'est une approximation qui peut être intéressante dans beaucoup de cas, parce que ça peut représenter effectivement le comportement des individus dans pas mal de situations, mais de fait, on ne se réduit pas à cette dimension-là, et notamment dans les situations comme celle que je décrivais dans la petite expérience de pensée de ma vidéo, il semble que la majorité des gens ne se comportent pas alors que c'est une situation qui est très simple et qui est en un sens très propice au fait de se comporter comme ça, parce que c'est très clair. Si vous appuyez sur le bouton pour moi, vous gagnez 250 euros de plus et dans tous les cas, vous préférez a priori ce résultat-là au fait de gagner 250 euros de moins. Il y a pas de doute là-dessus. Malgré ça, la plupart des gens, en fait, se comportent autrement et semblent raisonner autrement sur la situation. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de se dire, bon, comment est-ce qu'on pourrait modéliser le comportement de ces agents-là. Et c'est là qu'intervient l'idée de modéliser un agent kantien, entre guillemets, donc qui s'inspirerait de la philosophie morale de Kant. Et effectivement, j'ai découvert que c'était un champ de recherche en économie et en théorie des jeux depuis pas mal d'années, en fait, où beaucoup de chercheurs s'intéressent à comment modéliser cet autre type d'agent. Et peut-être vous pouvez. Donc vous travaillez plus sur le côté assez formel des trucs. J'ai lu les deux articles de vous. Alors il y en a un qui est très intéressant parce que alors, l'un des trucs, moi j'ai pris une situation qui est très très simple parce qu'elle est parfaitement symétrique. Tous les agents sont dans la même situation et sont en un sens équivalents. Là où ça devient très difficile, donc l'idée de Kant qui est d'universaliser la maxime de l'action, etc. C'est que en fait, quand on fait face à des agents qui sont différents et qui sont pas tout à fait dans les mêmes situations, il faut trouver un moyen d'universaliser la maxime. Et donc l'un des articles que j'ai lu, vous proposiez quelque chose qui généralise cette idée-là en ajoutant en fait un ingrédient dans les modèles qui est un système qui permet de déterminer qu'est-ce qui est l'équivalent moral d'une certaine action chez un autre agent. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, c'est une des subtilités de Kant et une des raisons pour lesquelles c'est pas si simple en fait de formaliser Kant au-delà de petits modèles très très simples comme la situation que j'ai décrite, c'est que on fait très souvent face à ce problème-là qui est oui, mais comment j'universalise la maxime de l'action dans la mesure où en fait je vois pas bien quel est l'équivalent moral de mon action chez d'autres agents qui sont pas dans la même situation, qui sont pas les mêmes que moi, etc. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Peut-être vous pouvez expliquer ça mieux que moi. Alors, j'ai pas tout compris des articles, je dois avouer, mais en tout cas, j'ai compris que c'était ça l'ambition du truc et je trouvais ça très intéressant. Ben, c'est ça, vous avez quand même bien compris l'essence de cette recherche à laquelle vous faites référence, qu'on avait publiée il y a plusieurs années, et qui effectivement visait à généraliser plusieurs tentatives qui ont été faites dans la littérature économique. Bon, vous dites qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Il y en a. Je ne dirais pas qu'il y en a tant que ça, mais c'est un domaine qui est en plein essor, qui est en plein D'accord. essor. Et il y a même des gens maintenant qui étudient ce kantisme économique, comme on peut l'appeler, même dans des contextes évolutionnistes. Il y a eu des papiers très intéressants récemment qui tendent à montrer que dans un contexte évolutionnaire, ce type de comportement kantien tend à survivre à long terme comme équilibre et évolutionnaire stable. Et donc, il y a eu toute une littérature qui a fait ça. Mais effectivement, cette littérature, comme vous l'avez très bien rappelé, elle suppose et elle se place dans le cadre symétrique où tous les agents, hein, tous les participants à l'interaction sociale, quelle qu'elle soit, sont symétriques. C'est-à-dire que modulo leur position personnelle, ils ont les mêmes intérêts et les mêmes préférences pour l'interaction. Par exemple, dans le cas des contributions financières à un bien collectif, ils ont les mêmes préférences pour le bien collectif
et le bien privé, c'est-à-dire ce qui leur reste dans leur poche après avoir contribué, et ils ont les mêmes capacités contributives. Alors forcément, en réalité, ce n'est pas le cas. Même dans l'économie, très souvent, les gens ont une inégalité au moins contributive et ont aussi parfois une inégalité d'appréciation des biens publics. Il y a des gens qui aiment beaucoup les biens publics et qui aiment peu le bien privé. Il y en a d'autres, c'est le contraire, qui sont très intéressés à leurs biens privés, s'intéressent moins aux biens publics. Et il y a aussi des gens qui ont des capacités productives différentes. Et donc, la question de savoir comment on universalise euh, une action avant d'évaluer ses conséquences, parce que c'est comme ça qu'on définit le quantisme en économie, c'est qu'on suppose que l'agent, au lieu de maximiser son objectif ou son utilité, étant donné ce que font les autres, il va chercher une maxime, donc il va chercher une action qui, si elle était adoptée par tous, conduirait au meilleur résultat du point de vue de l'agent. Hein. Donc, c'est peut-être là-dessus aussi qu'on triche un peu avec l'idée de Kant, parce que Mmh. chez Kant, c'était plus complexe, la maxime. Oui. Donc, ici, on utilise quand même le point de vue de l'agent pour apprécier la conséquence de la maximisation universalisée. Mais comme vous l'avez Mmh. dit, universaliser, c'est compliqué lorsque des agents, par exemple, n'ont pas la même capacité contributive. Parce qu'à ce moment-là, un milliardaire comme Elon Musk et une personne, disons, comme vous et moi, on n'a pas la même capacité contributive. Donc, c'est pas clair que 100 euros pour moi, ça soit la même chose que 100 euros pour Elon Musk. On pourrait penser que 100 euros pour Ah oui. moi, ça devrait, si je veux universaliser ça chez Elon Musk, il faudrait que ce soit la même fraction, par exemple, Mmh. de son revenu. Mais pourquoi la fraction? Pourquoi pas non plus l'écart par rapport à son revenu? Et pourquoi pas d'autres manières d'universaliser? Donc, ce qu'on avait fait dans le papier, c'est qu'on avait généralisé cette notion en utilisant n'importe quelle notion d'équivalence morale. Donc, l'idée, c'est que quand je prends une action, moi, ben, je me dis, est-ce que cette action quelle sera la conséquence de cette action si tous les autres agents impliqués dans l'interaction adoptent une action moralement équivalente à la mienne? Ce qui ne veut pas Mmh. dire nécessairement la même physiquement, mais Mmh. moralement équivalente pour un certain système d'équivalence morale qui Mmh. préexiste. Alors, vous allez me dire, d'où vient-il? Ben, on peut penser qu'il vient un peu du contexte, qui dépend un peu du contexte. Mmh. Ça peut être la même fraction du revenu, ça peut être le même effort par rapport à une norme d'effort, ça peut être toutes sortes de choses. Si par exemple j'interagis avec un employeur, moi, ce que je fournis à l'employeur, c'est un effort de travail. L'employeur, en contrepartie, il va me rémunérer. Donc on peut penser qu'il y a une rémunération équivalente à un effort de travail de ma part. Et donc moi, quand je vais décider de l'effort de travail que je vais mettre vis-à-vis Mmh. de mon employeur, je vais le faire en trouvant l'effort de travail qui correspond à la rémunération qui m'est donnée, par exemple. Voilà. Et donc, je peux Mmh. ce genre de choses. Et ce qu'on avait montré dans l'article, c'est que on pouvait définir ces choses dans une classe assez générale de jeu. On pouvait non seulement définir ces règles d'équivalence morale, on pouvait donc définir un comportement kantien par rapport à elle. On avait fait ça par deux propriétés formelles que je pourrais détailler si c'est pertinent. Et on avait montré que dans des jeux de contribution volontaire, donc ce n'est pas dans tous les jeux, mais que dans les jeux de contribution volontaire, eh bien, l'adoption d'un comportement kantien par tous, dans la manière avec laquelle on le définissait, ça conduisait les agents à une allocation Pareto efficace. Mmh. Alors Eh peut-être faudrait bien, expliquer Pareto ouais. efficace, pour Pareto efficace, ça veut simplement dire que ça épuise les possibilités de gain unanime. Ça veut dire que D'accord. toutes les possibilités de gain unanime ont été exploitées. Donc, si vous voulez améliorer encore plus la situation d'un agent, ça ne pourra se faire qu'au détriment des autres. Quand vous Mmh. n'êtes pas efficace, ça veut dire que D'accord. vous n'avez pas épuisé les possibilités de gain unanime. Donc, c'est un Donc peu du gaspillage de ressources. il y a pas de Voilà. Pareto amélioration, Il n'y a c'est pas de ça? Pareto amélioration. Mmh. Alors, effectivement, dans les biens publics, typiquement, si on utilise le modèle d'offre de biens publics de la théorie économique standard, qui est l'idée que Mmh. les gens contribuent, étant donné ce que font les autres, il va avoir typiquement une sous-production de biens publics. En tout cas, la quantité de biens publics produite ne sera pas Pareto efficace. Je pourrais Mmh. trouver des moyens de produire plus de biens publics en demandant aux gens de contribuer un peu plus, qui améliorerait la situation de tous. Donc, Mmh. typiquement, l'équilibre prévu par la théorie économique standard d'offres de biens publics, de contribution volontaire à des biens publics non kantiens, n'est pas Pareto efficace. Mmh. Nous, ce qu'on avait montré, c'est que si les gens étaient kantiens, même s'ils étaient kantiens de manière très générale, avec des systèmes d'universalisation beaucoup plus généraux que ceux que vous avez utilisés dans votre expérience, eh bien, ça conduirait à l'efficacité parisienne. Et donc, Donc vaut c'est mieux que les ce agents soient kantiens, pour le financement des biens publics. Donc vaut mieux avoir voilà, des agents kantiens. absolument. Et
Et alors oui, alors c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ce qu'on définit par agent conscient, du coup, c'est donc c'est un agent qui cherche une stratégie qui, si elle est universalisée, aboutit à un résultat qui lui paraît meilleur à lui, ce qui effectivement est un élément pas tout à fait conforme probablement à l'esprit de la philosophie de Kant. C'est très juste, d'ailleurs ça fait peut-être plus penser à quelque chose qu'on appellerait l'utilitarisme de la règle, mais d'ailleurs enfin, le fait que l'utilitarisme de la règle et la philosophie de Kant soient très proches, que voilà, il y a des auteurs même qui pensent que, genre Derek Parfit pensait que c'était équivalent, alors ça se discute, mais bon, il y a une proximité. Et bon, c'est un peu toujours en tout cas, voilà, ce qui est la saveur kantienne, elle tient à cette exigence d'universalité dans ce qui justifie notre action, quoi. Et donc on va effectivement le retrouve. Et l'autre truc, c'est ce que vous disiez, ça effectivement, je connais pas du tout. C'était une des questions que je me posais en regardant les modèles, c'est que là, vous étudiez du coup un modèle dans lequel il y a des agents kantiens qui interagissent entre eux. Mais c'est vrai que on a envie de se poser la question, que se passe-t-il dans des modèles où on aurait à la fois des agents kantiens et des agents rationnels classiques? Et donc, c'est peut-être les recherches sur le côté évolutionnaire, le fait que ce soit un point d'équilibre, c'est peut-être justement des trucs où on les met ensemble et on voit qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps. Est-ce que dans certains contextes, les agents rationnels font disparaître les agents kantiens ou inversement, est-ce qu'au bout d'un moment, en fait, les agents kantiens arrivent à être suffisamment nombreux pour que ce soit intéressant? Parce qu'on a, enfin, en gros, moi, mon intuition, là, sans reconnaître le truc, c'est que si un agent kantien tout seul, il aura beaucoup de mal à. Enfin, ça sera un peu à son détriment d'être kantien. Par contre, s'il y a suffisamment d'agents kantiens qui peuvent coopérer ensemble, au bout d'un moment, ça peut devenir intéressant. Ce serait. C'est ça. Mais donc, il y a eu un article très intéressant paru dans une très très bonne revue récemment du théoricien des jeux Jorgen Weibull et de sa co-auteure de Toulouse, Ingela Algier, qui ont étudié justement la dynamique évolutionnaire de modèles qui sont très proches de ce que vous décrivez. C'est-à-dire que vous avez des agents qui apparaissent programmés. Il y a des kantiens et puis il y a des non-kantiens. Et ces agents-là, donc au départ, il y a une population d'agents, il y a un certain nombre d'agents kantiens et d'agents non kantiens. Ces agents-là, on les tire au hasard et on les fait se rencontrer dans un jeu de contribution bilatérale, hein. On est deux à contribuer. Par exemple, je Hmm, suis matché avec vous, vous êtes non kantien, moi je suis un kantien, donc forcément. voilà, et donc voilà, vous appuyez sur le bouton pour moi, moi j'appuie sur le bouton pour les autres, et on Pas de reçoit des chance. paiements. On reçoit des paiements, et en fonction des paiements qu'on reçoit, on se reproduit. C'est le modèle de Hmm, reproduction et on se reproduit. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'après ça, donc la population, la dynamique de population, elle est fonction du paiement. Plus on a des paiements élevés, plus on a des chances de se reproduire. C'est quand il y a des hmm, modèles un peu dynamiques comme ça. Et puis, de temps en temps, il y a des mutants qui arrivent dans l'économie. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de temps en temps un nouveau comportement, un nouveau kantien qui apparaît. Donc, il y a des petites, on introduit des hmm, chocs et on hmm, laisse la dynamique se produire comme ça. Donc forcément, ce qu'on comprend, c'est que si deux kantiens se rencontrent, là, tous les deux, ils vont performer. Et donc, ils vont super se reproduire. Si un kantien se reproduit, rencontre un non-kantien, mais là, le kantien se fait avoir, le non-kantien a plus de paiement que lui, etc. Donc, et on regarde la dynamique de ça, et en fonction des matchs aléatoires. Et ce que montrent ces papiers, c'est que dans le long terme, l'unique équilibre stable qui est donc robuste à toute introduction de mutants, c'est le kantisme. C'est le kantisme. Donc les hmm, kantiens résistent à très long terme. Ils devraient normalement à très long terme éliminer tous les non-kantiens de la Terre. Mais c'est un modèle qui est fait dans le cas symétrique. Donc les gens sont hmm, parfaitement symétriques. Donc ils n'ont pas justement. Donc c'est une des recherches. On a un projet avec un de mes collaborateurs ici sur Aix-Marseille. On voudrait généraliser ce type d'approche lorsque on utilise une approche généralisée du kantisme où le kantien, où les deux individus sont différents. Alors là, à ce hmm, moment-là, ça va devenir plus complexe et on voulait un peu regarder ça, mais je trouve que c'est un papier qui est intéressant parce qu'il montre que quelque part, même si individuellement le kantisme n'est pas individuellement rationnel, puisqu'on va perdre en moyenne, hein, comme vous l'avez expliqué à vos sujets dans vos jeux. hmm, Moi, une fois, sachant que l'autre est un kantien, moi j'ai hmm, intérêt à ne pas être kantien. Je veux hmm. gagner un peu plus. Voilà. Ou, alors sinon, alors lui, sachant que l'autre, bah, on ne sait pas justement, ça peut être un autre point intéressant. Moi, ce qui m'a énormément frappé là dans les résultats que j'ai commencé à regarder, j'avoue que on enregistre ça alors que j'ai pas encore épluché les résultats de façon hyper détaillée encore. Ça, je le ferai un peu au dernier moment pour avoir un maximum de résultats. Mais un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est le fait que les agents enfin les participants qui appuient sur pour moi, donc les agents non kantiens, eh bien, ils sont
extrêmement pessimistes dans leur prédiction du nombre d'agents qui vont appuyer sur le bouton pour moi. C'est-à-dire, ils pensent que dans la version de base, ils pensent qu'il y a les trois quarts des participants qui vont appuyer sur le bouton pour moi, alors qu'en vérité, c'était plutôt 35%. Donc, on est vraiment sur un énorme écart. Tandis que les autres répondants, ceux qui répondent avoir appuyé sur le bouton pour les autres, ils sont beaucoup plus proches de la vérité. Ils prédisent, la moyenne, c'est 42%, un truc comme ça. Et ça, on le retrouve dans tous les cas de figure. J'ai regardé les différentes variantes. Dans tous les cas, même alors, par exemple dans la variante où le truc est public, ou dans la variante où il y a un message qui annonce, enfin qui encourage à appuyer sur le bouton pour moi, ça ne fait pas tant que ça diminuer la proportion de gens qui appuient sur le bouton pour moi, qui prédisent qu'il y a une majorité qui vont faire de même. C'est-à-dire que même, ça va être quelque chose de toujours de l'ordre de 70%, alors que dans ces autres variantes, parfois le nombre de gens qui appuient sur le bouton pour moi est vraiment très bas. Ça peut être quelque chose comme c'était, je crois, 17, entre 17 et 20%, des choses comme ça. Donc il y a vraiment un énorme gap dans la façon dont ils se représentent les autres agents. Et c'est un gap qui est vraiment factuel, c'est-à-dire que c'est pas juste moi je pense qu'il faut faire ça. C'est là je leur demande de faire une prédiction sur de fait comment se comportent les autres agents. Donc c'est pas normatif a priori, on est sur quelque Non, chose c'est qui ça, c'est ça. alors après, une des questions que je me pose, c'est est-ce que il rationalise après coup en se disant, je sens bien que j'ai fait quelque chose qui est peut-être pas tout à fait, qui est moyen, mais les autres en font autant, donc ça va. Donc c'est peut-être une façon de se rationaliser. Est-ce qu'ils croient vraiment à leurs prédictions? Mais en tout cas, je trouvais que c'était un des résultats les plus frappants et c'est vraiment robuste sur les différentes versions. D'autant plus que je pensais que ça aurait pu être très élevé sur la version de base, mais dès qu'on introduit des variantes qui, par exemple, typiquement le message qui invite les gens à appuyer sur pour moi, on peut tout de suite se dire oui, effectivement, pardon, qui invite à appuyer sur le bouton pour les autres. J'espère que j'ai pas fait de lapsus comme ça avant. Ça aurait pu très fortement diminuer. Et en fait, non, pas tant que ça diminue pas tellement l'idée qu'ils se font du comportement des autres agents. Et Non, et ça, c'est rassurant, en fait, en tout cas pour les théories kantiennes et aussi pour les mm, théories d'équilibre en stratégie dominante, qui est l'autre modèle de théorie classique, parce que ces théories-là ne doivent pas normalement ne doivent pas reposer sur aucune hypothèse particulière qu'on fait sur ce que font les autres, puisque mm, l'idée du comportement kantien, c'est un comportement moral. Peut-être le meilleur exemple, bon, les jeux de contribution au bien public sont plus compliqués parce qu'il faut qu'on choisisse un montant, mais un jeu simple où il y a du kantisme, je dirais, assez quotidien, c'est le jeu électoral. On va mm, voter, on va voter. Donc, le paradoxe du vote est un paradoxe très connu. Dans les grandes élections, comme l'élection présidentielle qu'on aura en France dans quelques années, on est 40 millions d'électeurs ou 38 millions, je ne me souviens plus. La probabilité que notre vote individuel ait quelque impact sur quoi que ce soit, le mm, pourcentage de vote pour un tel ou un tel, est négligeable. Donc, on devrait effectivement aller voter. Ça ne nous rapporte mm, rien. Et a priori, ça nous coûte un petit peu. Il faut aller au bureau de vote. Bon, sauf si on aime aller voter et papoter. Mais n'empêche que beaucoup de gens votent. Beaucoup mm. de gens Ils votent. s'en Pas tout font le un monde, hein. devoir, oui. Mm, Voilà. Et donc, les gens votent. mm, Et qu'est-ce qu'ils font? Ils votent parce qu'ils se disent, ben voilà, je fais mon devoir électoral. Et mm, on peut penser qu'ils font un raisonnement kantien en disant, si voilà, je suis un démocrate, je pense qu'il faut quand même que je contribue à choisir les dirigeants de mon pays. Et donc, ben, si personne ne votait, ça serait terrible parce que là, on mm, aurait un choix. Donc, je fais mon devoir électoral. Et donc, les gens font leur devoir électoral. Et je pense qu'ils le font, ceux qui décident d'aller voter, indépendamment de ce que prévoient les sondages sur la participation électorale. Je pense que mm, c'est un... Et c'est pareil aussi lorsque on est un contributeur, je dirais, à un bien public non kantien. On s'intéresse à maximiser notre intérêt mm, individuel étant donné ce que font les autres. On a une stratégie dominante de ne pas contribuer ou de contribuer un minimum. Eh bien, on contribue un minimum et si on est comme ça, je veux dire, peu importe ce que font les autres, quelque part. Et Et moi, quand on j'ai commence l'impression que à je le fais. conjecturer Oui. sur ce que font Mm, les autres, ça veut dire qu'on a aussi en tête une autre notion qui est importante et qui est étudiée en économie publique, mais qui est un petit peu, qui est liée à ça, mais qui est quand même différente sur le plan formel et sur le plan conceptuel, c'est la réciprocité. C'est qu'effectivement, on peut aussi se dire, bon, ben voilà, si donc normalement il y a un contrat moral dans une situation comme ça, la morale pourrait nous dire qu'il faut aller voter, alors que mm, l'intérêt individuel pourrait nous dire, ben, il ne faut pas aller voter, puisque peu importe ce que je fais ou ce que je ne fais pas, le résultat du vote ne sera pas affecté par ma décision individuelle. Et donc, il y a et donc après ça, il y a l'idée qu'il y a donc une espèce de pacte de réciprocité. Combien il y a de gens qui
respectent la loi morale dans le pays qui est d'aller voter et combien il y a de gens qui ne la respectent pas. Et donc, on pourrait se dire qu'il y a une idée de réciprocité. Donc, si à un moment donné, un très, très grand nombre de mes concitoyens ne votent pas, si par exemple on annonce 80% d'abstention à une élection, bon, mais il est possible qu'à un moment donné, les gens se disent, bon, ben, mince alors, moi, la loi Oui, morale, je ne vais peut-être pas l'appliquer parce que personne ne bah, l'applique. c'est Mais un là, c'est petit de la peu. réciprocité et ce n'est pas tout à fait de la moralité. Enfin, il y a une petite. Voilà. On a l'impression que c'est un peu le raisonnement que font les gens qui appuient sur pour moi, qui se disent de toute façon les autres ne le font pas, en tout cas c'est ce qu'ils croient, et donc ils ne Mhm. le font pas eux-mêmes. Et alors pour revenir sur l'exemple du vote, ou pareil sur la contribution, typiquement les gens qui me soutiennent sur Tipeee ou ce genre de choses, enfin, ça m'est arrivé de donner aussi dans le même genre de contexte, et moi, enfin, j'ai l'impression que le raisonnement que je me fais, c'est que je voudrais que les autres en fassent autant. Et je dis si je voudrais que les autres, enfin c'est vraiment un raisonnement assez conscient, et je sais pas pourquoi ça me paraît assez naturel et en un sens logique, même si c'est bizarre, mais c'est de dire si je voudrais que les autres en fassent autant, il faut que je commence par le faire moi. Sinon, il y a une sorte de contradiction là-dedans. Et vraiment, et typiquement pour le vote, c'est quelque chose dans ce goût-là. C'est-à-dire que si je veux que les autres, en particulier ceux qui partagent mes idées, votent, et ben, il faut que je commence par voter moi, parce que sinon, alors, j'avais fait toute une série sur Newcomb parce que il me semble que dans Mhm. le raisonnement qu'on a quand on est one boxer dans le paradoxe de Newcomb, c'est un peu quelque chose du même ordre. Enfin, c'est une situation très, très particulière. Bref, on va pas rentrer là-dedans, c'est, Oui, c'est un Newcomb, puits c'est un sans peu fond. différent. C'est intéressant, Mais, mais c'est un peu différent. euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Non, voilà. J'ai oublié, j'avais un autre truc sur lequel je voulais rebondir. Et bah, c'est pas grave. Ça m'est sorti de l'esprit. Euh, Mais donc, euh, tout ça pour dire que, en fait, moi, je ne suis pas, contrairement, donc vous avez une formation de philosophe, je mm, pense plus qu'une formation, vous avez fait un doctorat en philosophie, donc vous avez été très bien formé en philosophie. Moi, je suis un lecteur amateur des philosophes. J'utilise donc des idées peut-être un peu philosophiques pour faire des travaux d'économie mathématique. Mais moi, ce qui m'avait quand même semblé, c'est que cette idée kantienne, l'idée d'une norme, c'était comme l'idée d'une norme de comportement, une norme de comportement qui pouvait s'imposer à des agents impliqués dans une interaction dont ils ont conscience, donc ils comprennent bien que ce qui va leur arriver à la fin, ça va dépendre de ce qu'ils font eux, de ce que font les autres, donc ils sont capables d'avoir une réflexion sur les conséquences de leur action, ils peuvent faire une théorie de leur action, et après ça, cette théorie peut conduire, dans certains cas qu'on avait identifiés dans ce papier, peut conduire à une norme de comportement moral, qui est de dire, ben, dans ce cas-là, moi, je devrais contribuer, si j'étais moral, mm, 100 dollars à telle cause ou 150 dollars après avoir fait mon raisonnement kantien. Et ensuite, mm, 150 dollars, c'est ma norme morale. Après, bien sûr, bon, j'ai aussi ma norme individuelle qui est là. Et ma norme individuelle, je peux aussi la calculer, étant donné l'information que j'ai sur les autres. Je peux me dire que, par exemple, il faudrait que je contribue très peu, voire zéro. Et mm, ensuite, ces raisonnements de normes sont faits indépendamment de mes conjectures sur ce que feront les autres. mm. Voilà. C'est un Oui, peu indépendant. Ensuite, normalement, oui. voilà. Et donc, moi, c'est comme ça que j'avais, en tout cas, qu'on avait modélisé cette idée d'impératif catégorique. On se disait que c'est Mm, quand même, voilà, si la norme morale s'impose, elle s'impose mm, par-delà de toutes les vicissitudes du monde, etc. Donc, si mon devoir, c'est de contribuer 100 euros au bien public, ben, tel est mon mm, devoir. Et d'où vient ce devoir? Ben, il vient du fait que si tout le monde universalisait sa contribution et contribuait de manière moralement équivalente, eh bien, la norme dans laquelle moi, je contribue 100 euros et vous, vous en contribuez peut-être 150 ou je ne sais pas, et un troisième en contribue 20, c'est mm, la norme morale qui est naturelle dans ce contexte. C'est comme ça mm. qu'on voyait la chose, et ce raisonnement était indépendant des conjectures qu'on pouvait faire sur le comportement vraisemblable des autres. Le Oui. fait que les autres vont se sentir contraints ou vont se sentir soumis à cet impératif catégorique ou ne se sentiront pas soumis, c'est un peu Mm, indépendant pour sa définition. Mais voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi sur la réciprocité, l'idée de savoir, effectivement, les gens souvent, ils réciproquent. Et c'est vrai que oui. les gens ont de la réciprocité, c'est pas rare. Je veux dire, si vous allez dans un endroit qui est très, très sale, par exemple, dans un parc où tout le monde jette ses papiers gras partout, peut-être que Mm, vous aurez davantage envie de jeter vos papiers gras, alors que si vous allez dans un parc nickel où les gens sont très, très, très
Hmm. rigoureux et jettent tous leurs papiers dans les poubelles, eh bien, vous serez aussi un peu, vous aurez envie de faire plus d'efforts. Donc, il est possible que Oui. Bah, en fait, ça, c'est une autre question que je me posais, c'est quand j'ai constaté cet énorme écart entre la vision que les agents non conscients, dans mon expérience, ont des autres et celle des autres agents. Je me disais, en fait, je me demandais, est-ce que c'est causal, genre, est-ce que si, par exemple, on arrivait à les convaincre du fait que, en fait, c'est pas 80%, c'est pas 75% des gens qui appuient sur pour moi, mais c'est quelque chose de l'ordre de 20% qui vont appuyer sur pour moi. Est-ce que ça modifierait leur comportement? Ou est-ce que je dirais, ah ok, bah, très bien, mais ça change rien. Donc parce que du coup, ça serait presque une bonne nouvelle. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il suffirait d'avoir une vision correcte de la situation, parce qu'en l'occurrence, là, on sait le taux de gens qui répondent pour moi ou pour les autres. Et, il suffirait de les informer d'une certaine façon pour qu'ils modifient leur comportement. En tout cas, une bonne partie d'entre eux modifient leur comportement en se disant, ah d'accord, bah, sachant ça, bah, alors je fais autrement. Ou alors, est-ce que effectivement, en fait, c'est totalement indépendant? Euh, je sais pas, alors j'ai pas Ça vraiment serait de intéressant de moyens de faire le vérifier. l'expérience parce que Bah, justement, mm, si c'est vraiment indépendant, eh bien, ça montre que mm, effectivement la moralité n'est pas de la réciprocité. Autrement, si la moralité, le recours de l'individu à un comportement kantien plutôt qu'un comportement mm, parfaitement individualiste, dans votre cas, il est très simplement mm, caractérisé. Pour moi, c'est vous êtes individualiste, vous appliquez la stratégie dominante. Pour les autres, vous êtes kantien. Donc là, c'est très clair. mm, Donc, si le recours à ce choix individuel, il est indépendant de l'information dont disposent les gens ou de leurs croyances sur ce que font les autres, eh bien, à ce moment-là, on peut dire que les gens, effectivement, il n'y a pas de réciprocité. Si ça en dépend, c'est qu'il y a aussi une dimension de réciprocité. Il y a l'idée mm, qu'on applique tous un contrat social et que moi, mon effort pour faire ma part du contrat, c'est-à-dire voter, appuyer sur pour les autres plutôt que pour moi, et donc renoncer mm, à un petit gain supplémentaire pour moi, je vais le faire que si je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui le font, que si mm. voilà, qu'il y a une réciprocité relative. Parce que Je- je pense qu'en réalité, enfin, on peut le penser, il y a beaucoup d'expériences, en tout cas, qui l'ont montré, des expériences, je dirais, réelles. La mm. vôtre, elle n'est pas tout à fait réelle, Oui, puisque c'est ça, c'est des déclarations. c'est des C'est-à-dire que peut-être, déclarations, alors que les mm, économistes ont fait quelques expériences mm, comme ça, où c'est plus effectivement, ils compliqué. montrent qu'il y a de la réciprocité qui est Mm. aussi en jeu, je dirais. Et donc, c'est pour ça que ça serait intéressant de voir dans une expérience comme ça, peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse ensemble, Ce qui m'amuse, s'il c'est y a que un les. budget là, d'avoir, Oui, alors parce qu'il faut c'est un pour peu ça que je d'argent mettais. pour faire ça. Oui, je transmettrai la liste de ceux qui étaient partants pour participer à l'expérience. Il y en avait beaucoup, hein, parce que forcément, ça sera probablement des montants moins élevés si ça se fait en vrai. Mais je trouve que ça serait très intéressant. Le truc, c'est que effectivement, là, c'est du déclaratif. Après, j'insistais bien sur le fait, faut essayer. Le but, c'est pas de dire, c'est vraiment d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on ferait dans la situation. Donc, si les gens sont un peu honnêtes, bon, voilà, c'est. Bon, et puis, de toute façon, la question que je posais, c'était une prédiction sur la réponse à la question précédente. Donc, de fait, factuellement, il y a quand même une erreur du truc. Après, peut-être qu'en fait, les gens qui ont répondu ça en disant qu'il y a 75% des gens qui appuieraient sur pour moi, peut-être qu'ils ont raison au sens où si on fait vraiment l'expérience, en fait, on sera plus proche de ça que le contraire. Alors, je suis prêt à parier qu'effectivement, il y aura plus de gens qui appuieraient sur pour moi, en particulier pour les valeurs qu'on a proposées pour l'expérience, qui vont être difficiles à reproduire, hein, parce que c'est quand même assez cher. Mais, je pense pas que ce soit si élevé que ça. Moi, j'ai tendance à être peut-être optimiste et à penser qu'une bonne partie des gens comprendront feront ce raisonnement-là et ce raisonnement un peu conscient en se disant quelque part ce que je veux c'est que les autres appuient sur pour les autres donc je vais le faire moi-même et ça ça me paraît très naturel mais c'est le genre de choses qui semblent très intéressant à étudier empiriquement de savoir comment les gens alors évidemment c'est des situations très contrôlées très bon là en plus c'est du déclaratif mais je trouve ça toujours très intéressant et notamment alors l'autre truc qui m'intéressait c'était pouvoir faire plusieurs groupes et comparer les résultats en fonction des petites variations notamment le fait que à partir du moment alors je pensais que le fait que le truc soit public aurait le plus d'impact si j'avais dû parier avant le début de l'expérience, qu'est-ce qui aurait le plus d'impact sur la diminution du nombre de réponses pour moi, j'aurais cru que c'était ça. Et finalement, non, c'est pas, enfin, ça a un impact assez important, mais c'est pas ce qui a le plus d'impact. Et ce qui a le plus d'impact, en fait, c'est la diffusion du petit message qui incite à appuyer sur, pour les autres. Et
que ce soit suite à un vote ou pas, enfin c'est un peu plus fort quand ça fait suite à un vote. Et c'est intéressant le truc du vote parce qu'on voit qu'en fait effectivement tout le monde vote pour ça, c'est totalement logique, enfin presque tout le monde. Mais c'est très logique, puis ça met en scène le fait qu'il y a vraiment une contradiction du fait chez ceux qui appuient sur pour moi, parce qu'ils ont quand même voté sur le fait allez les autres appuient sur pour les autres. Et finalement, c'est la diffusion de ce petit message qui a le plus d'effet. Et ça a vraiment un effet quand même très fort parce que ça divise par deux, en gros, le nombre de gens qui appuient sur pour moi. Donc, on passe de 35% à 17%, un truc comme ça. Ouais, c'est Et donc voilà, je trouve c'est intéressant. Là, en l'occurrence, c'est comme c'est une comparaison entre deux groupes qui sont randomisés, bah, on a bien, on peut bien Non, c'est détecter le très fait qu'il y a intéressant. vraiment un effet du message lui-même, alors que le message quelque part il nous apprend rien, parce que le message ne fait que répéter des choses qui étaient dans les questions de compréhension. Mais le simple fait de l'afficher, de finalement donner un petit signal de allez, on va coopérer sur ce truc-là, finalement, ça suffit à faire diminuer très sensiblement le nombre de non-coopérateurs dans le truc. Donc, je trouve que c'est un résultat quand même assez intéressant. J'aurais pas parié que ça marcherait aussi bien, honnêtement. Non, c'est vrai que c'est surprenant. Et, et, euh, et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, comment j'ai conçu le questionnaire, c'est qu'au départ, là, j'ai mis 250 euros pour moi et 1000 euros pour, 10 euros pour les 100 autres, donc ça fait 1000 euros distribués en tout, donc c'est un ratio de 1 à 4. Et au départ, je voulais mettre beaucoup moins le ratio, je voulais que ce soit, on prenne 100 euros pour moi et toujours 1000 euros pour quand on appuie sur pour les autres, et que j'avais fait des petits tests et je me rendais compte que j'avais beaucoup trop de coopérateurs. J'obtenais pas assez de gens qui appuyaient sur pour moi. Donc progressivement, en faisant mes tests successifs, j'ai augmenté la valeur de ce que ça rapporte d'appuyer sur pour moi parce que je voulais quand même que dans la version de base, il y ait une proportion assez respectable de gens qui appuient sur pour moi. Mhm. Mais j'ai eu du mal. Les gens sont excessivement coopérateurs, c'est un problème. Mais c'est pour Enfin, en ça, tout mais cas, pour mon expérience, c'était un problème. J'arrivais pas à les motiver à appuyer sur ça. Donc là, on arrivait à ce ratio de 4 qui est quand même c'est important, qui est important. Mais c'est une Mm, bonne nouvelle, c'est une mm. bonne nouvelle que Oui. les gens. Mais de fait, on l'observe. Et c'est Mm, toute la théorie de la coopération humaine, en fait, qui repose là-dessus, quelque part. Si on était purement selfish, la coopération, mm, elle tiendrait pas longtemps. Si on coopère, c'est mm, parce que quand même, on fait quelques efforts, parce qu'on mm, comprend bien en faisant chacun sa part, on va tous gagner beaucoup, y compris nous-mêmes, d'ailleurs. Voilà. mm, Et donc, on est une espèce coopérative. Et c'est ce que donc toutes les nouvelles recherches qu'on fait sur ces, euh, ces théories kantiennes, c'est les théories de la coopération, hein. L'espèce mm. humaine est une espèce coopérative. On coopère. Donc, si on coopère, justement, on n'est pas. Les félins sont peut-être plus. Moi, j'ai des chats à la maison. Les félins sont assez selfish, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent, voilà, ils n'ont pas dans un rapport coopératif, donc ils maximisent leur intérêt personnel, étant donné ce que font les autres à tout Alors, moment. leur Et quantité de croquettes. voilà, de croquettes ou de choses comme ça, tout à fait. Et donc, nous, Mm, on est mm, coopératif, donc on comprend un peu mieux le caractère collectif de la coopération. Ça veut dire qu'il y a une interaction, vraiment. Ça veut dire qu'on est mm, tous, on est plusieurs personnes impliquées vers un résultat qui nous bénéficiera à tous, et on mm. comprend qu'on doit faire notre part. Oui. Mais la Là, question, c'est quelle est la notre part? Voilà. spécificité du dispositif, c'est que c'était quand même un dispositif dans lequel c'était pas, genre si c'était un truc répété, genre on sait très bien que quand c'est répété, effectivement, il y a beaucoup plus d'incitation à coopérer. Mais là, c'était un one shot, c'était une seule fois, de façon totalement privée. J'insistais bien sur le fait que personne ne saura le Ouais, résultat, ouais, etc. ouais, ouais. Et malgré ça, les individus non coopérateurs étaient vraiment relativement rares. Il a vraiment fallu C'est que très intéressant. Combien vous aviez, je me souviens plus, vous avez quand même Alors là, 10 aux dernières 000. nouvelles, je suis à 10 500 là, Ah, de participants. ouais. Et donc voilà. Il y a aussi 20% qui font enlever parce qu'il y a à peu près 20% qui répondent mal aux questions de compréhension. Mais D'accord, ouais, c'est ça, d'accord. Ils n'ont alors, pas il y en avait, compris. c'était relativement sévère. Il y avait 6 questions. Il fallait qu'il y ait, voilà, j'ai gardé que ceux qui avaient répondu correctement aux 6 questions. Ah, d'accord. Et donc si on enlève ça, bah, ça fait à peu près dans les 8000 participants, donc autour de 2000 par, par variante. D'accord. Donc on est sur des effectifs raisonnables. C'est ça qui est bien avec une chaîne YouTube, c'est qu'on a toujours plein de... Ah, après, c'est un public qui est très particulier aussi. Je pense que il y a des aspects euh, qui font que voilà, il ressemble pas à la population générale. Mais c'est Non, pour non, ça, bien sûr. et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien faire des tests où je compare différentes variantes, parce qu'au moins, comme j'ai des groupes randomisés, bah, quand je trouve quelque chose, a priori, je peux supposer que l'effet est réel et probablement il se généraliserait dans la population générale. Non, c'est une bonne population, parce que de toute façon, beaucoup d'économistes qui font de l'économie expérimentale. Moi, j'en ai jamais fait
mais je connais un peu cette littérature parce que j'ai des Mm. collègues qui en font. Et typiquement, l'économie expérimentale, dans des jeux comme ça, où on va demander à des gens de contribuer à des biens collectifs, vous savez, des jeux plus simples que ça, on le fait très souvent avec des étudiants d'économie. Oui, Donc, bah, ils sont c'est, aussi une population assez particulière. oui, c'est sûr. C'est sûr aussi. Donc, Oui, beaucoup voilà. de trucs de psychologie ont été faits sur des L1 de psychologie. Ça, c'est Voilà, assez c'est ça. classique. Donc oui, c'est pas pire qu'ailleurs, après tout. Mais bon, je garde quand même en tête le fait que c'est un échantillon assez spécial. Et c'est aussi pour ça que je demande souvent des informations. C'est un des trucs qui m'intéressait, par exemple, de voir si je demandais une évaluation du niveau social par les participants, qui pouvaient dire s'ils étaient plutôt aisés, modestes, etc., pour voir si ça avait une influence. J'aurais parié que ça aurait pu avoir une influence, par exemple. Et en fait, pas du tout. J'ai regardé et c'est assez frappant à quel point non, ça n'a vraiment pas d'influence particulière sur la répartition pour moi. Il y a autant de pour moi que pour les autres, quelle que soit a priori la situation sociale. Par contre, il y a des choses comme être de gauche ou être de droite, ça a de l'influence. Il y a aussi être one boxer ou two boxer, paradoxe de Newcomb, ça a beaucoup d'influence. Ah oui, oui, Mais, oui. mais donc l'âge n'en a pas aussi, pour autant que j'ai pu en juger. C'est vraiment exactement quasiment au dixième Et près le genre, et le le genre, sexe, je pensais, c'est léger, ça semble relativement léger. Il y a plus de femmes qui répondent pour les autres que sont anciennes, entre guillemets. la part de femmes chez les pour les autres est un peu plus élevée. C'est Mais la part c'est pas énorme. Mais d'accord. l'effet est probablement, enfin, il y a clairement un effet, mais la taille doit pas être très élevée. Hmm, hmm, hmm. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme facteur que j'ai regardé? Le niveau d'études, je regardais si le niveau d'études avait une influence et non. Enfin, alors, j'ai juste regardé genre master et plus versus les autres et Bah, après, exactement la si même vous avez des proportion. données comme ça, il faudrait un peu faire de l'analyse statistique. Si vous avez 10 000 répondants, en fait, disons 8 000 en enlevant quelques erreurs, bah, vous pouvez faire un peu de régression. Là, vous pourriez regarder l'effet de l'âge, de l'éducation, voilà, Mm. du sexe, enfin, je sais pas quoi, ou le genre, là, ou d'autres petites choses comme ça. Vous avez le niveau d'éducation, vous avez Oui, des éléments sur oui, le- oui. voilà. Je demande ouais, les diplômes. Voir si c'est significatif, déjà, voir que Bah, c'est le truc, significatif. c'est que alors, je fais ça de façon assez rudimentaire. Je me suis plus ou moins formé aux statistiques à force de faire des vidéos de cet ordre-là, mais je reste quand même à un niveau, j'utilise pas R ni rien, je fais les choses de façon rudimentaire dans Excel, enfin dans Google Sheet, et donc ça reste assez simple les choses que je fais. Oui, mais voilà, mais faire, par exemple un petit logit ou un Mm, petit probit, mm, simplement, voilà, de voir un peu si l'effet de toutes ces mm. variables, vous pouvez au moins tester la significativité, ça Oui, a du oui, sens, oui. hein. Ouais. Bah, il faut dire avec enfin, souvent, je m'intéresse les trucs que je présente, j'essaie toujours de faire en sorte que les effets soient importants pour que ce soit spectaculaire, que j'en Hmm. sois pas à devoir calculer la significativité pour m'assurer que ce soit pas juste un artefact. Ça veut dire que c'est mauvais signe, ça veut dire que ça serait pas très intéressant probablement. Donc, mais oui, ça m'est arrivé la dernière fois, je faisais un truc sur la chance morale et ça marchait. Presque, c'est une vidéo sur un échec parce que j'ai fait un questionnaire, je trouvais que ça marchait. Enfin, j'étais censé faire un truc sur donc la chance morale, c'est un truc dont parlent beaucoup les philosophes, qui est le fait que en fait le jugement moral est orienté par le résultat. C'est-à-dire en fonction du résultat d'une action, on peut considérer qu'une action est bonne ou mauvaise. Typiquement, prendre la voiture alors qu'on a bu, si on a un accident, c'est très grave. Si on n'a pas d'accident, c'est pas très grave. En gros, ce serait ça l'idée qu'ont les philosophes. Et en fait, je faisais des tas de petits tests autour de ça et ça marchait pas du tout. Et donc, et je me suis retrouvé à devoir analyser des données dans lesquelles je voulais détecter un effet, je n'arrivais pas à détecter un effet. Et en fait, parce que et je me suis rendu compte après coup, c'est que c'est un des trucs qu'on a découvert récemment sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, les philosophes parlent beaucoup de la chance morale, mais quand on fait des tests de psychologie pour essayer de la mettre en évidence, ben, ça marche pas trop. Je suis pas sûr de Et, comprendre moi-même ce que ça veut dire, la chance alors, morale, la chance morale, c'est l'idée que dans votre exemple, si on boit de on- l'alcool et on conduit après, vous on- dites si on n'a pas d'accident, ben, c'est pas grave. le jugement moral qu'on porte Le sur jugement la moral qu'on décision, porte sur le fait ça- d'avoir bu, même si on a tué personne, oui, c'est quand même étrange, non? En fait, je sais pas. bah, les Ouais. philosophes, souvent, enfin,
on a un peu cette intuition-là de dire c'est peut-être moins grave quand même la décision serait moins grave. Enfin bref, voilà, on s'écarte du truc. Mais donc juste La c'est un décision exemple est moins grave, le fait de boire oui, de l'alcool et de conduire en état oui, d'ébriété, c'est moins oui. grave. Si on rentre chez soi et qu'on n'a pas eu d'accident, on L'accident, portera c'est un moins jugement. grave. Voilà, il y a Roger et Robert qui ont chacun pris la même décision de rentrer chez eux alors qu'ils avaient Ouais, trop bu. Il y en a un qui a un accident, l'autre qui n'a pas un accident. Et ouais. je sépare en deux groupes. À un des deux, je présente le scénario où il a l'accident, l'autre le scénario où il n'a pas l'accident. Et je demande à chaque fois de porter un jugement moral sur sa décision. Et en théorie, je devrais trouver un gros écart dans le jugement moral qui est porté sur l'un ou l'autre. Et en pratique, je trouve un très petit écart. Vraiment, je suis Oui, sur quelque chose de ça me relativement rassure modeste. parce que j'ai Oui, et envie de c'est penser rassurant, exactement. théoriquement, En théorie, il devrait pas. voilà. Exactement. Et les philosophes ont fait beaucoup de trucs autour du fait que, ben, en fait, D'accord. normalement, enfin, ils s'attendaient à ce qu'il y ait un gros écart. Et il y a tout un truc sur est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est pas légitime, etc. Mais de toute façon, quand on fait le test, ben, on se rend compte que non, les gens sont relativement cohérents dans leurs jugements moraux et portent à peu près le même jugement moral, quel que soit le résultat de Oui. l'action. Et je trouve ça c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Quelque part, tant mieux. Ben oui, oui, Mm. c'est voilà, c'est rassurant pour l'idée qu'on peut se faire de, voilà, de l'évaluation morale voilà, des actions. Mm. Mais donc c'est une des rares fois où pour analyser mon questionnaire, j'ai vraiment eu besoin de trucs statistiques pour dire s'il y avait des effets ou pas. Et voilà, parce que vraiment les écarts étaient tout petits. Mhm, Donc, mhm. Donc après, voilà, il faut non, tester un peu ouais, la donc là, significativité. oui, j'ai Intéressant. fait appel à un ami qui fait des statistiques mieux que moi pour qu'il me fasse des tests de Ah ouais. significativité. Donc, c'est pour ça que c'est pas exclu, comme je vous l'avais écrit, que je vous recontacte là. Dès que je vais avoir des nouvelles, j'ai demandé un Mm. financement à NR, là. Donc, si j'ai un peu de Mm. financement pour conduire une expérience comme ça, Bah, je trouve que ça serait intéressant. Et comme ça vous me avez plairait de beaucoup. magnifiques échantillons, on pourrait peut-être faire voilà, un petit truc, ce serait intéressant. Bah, avec plaisir, et je suis sûr, enfin, vous trouverez vous trouverez des cobayes tout à fait partants pour l'expérience, je pense. Après, je sais pas si avoir participé à cette expérience, ça fausse pas un peu les choses. Peut-être qu'il vaudrait mieux des participants non qui ne savent pas trop sur quoi ils vont Et dans un être sens, des testés. participants qui Mm, comprennent les mm, conséquences mm, bon, je sais pas, c'est pas si mm, mal. Surtout que là, l'expérience qu'on ferait, ça serait une mm, expérience réelle. On les mm. paierait. Donc, ils Oui. recevraient de Mm. l'argent. Ouais, Voilà. quelque part, ça les mettrait vraiment face à leur choix. Mais après, Voilà. les réponses qu'ils ont fait à leur propre, Mm. quand ils ont passé le cas théorique, peut-être ça pourrait les influencer. Je sais pas si le fait de répondre de façon théorique d'abord à ces questions, puis après d'être confronté au cas pratique, ça peut peut-être avoir un effet sur le comportement qu'on aurait eu si on n'avait pas été confronté au cas théorique. Ce genre de choses. Peut-être, peut-être. Après Mm. ça, il faudrait voir justement, moi, qui m'intéresserait dans ce genre d'expérience, ce serait justement de voir dans quelle mesure la connaissance que ont les gens du comportement des autres influence leur propension Mm. dans votre exemple, à appuyer sur pour moi ou à appuyer sur pour les autres. Normalement, s'ils étaient soit purement kantiens ou soit purement Nash ou voilà, maximisateurs de leur stratégie dominante, comme c'est le cas, eh bien, ça ne devrait pas jouer. Ça devrait Mm. pas jouer parce que pour moi, c'est une meilleure réponse, quoi que fassent les autres. Donc, ça ne devrait pas jouer. Et Oui, puis, dans de les même, deux si cas. je Oui. suis kantien, ben, je suis kantien. J'essaie de faire ma part, voilà. Mm. Et donc, ça ne devrait pas dépendre de ce que font les autres. Maintenant, si je suis aussi un réciprocateur, ben là, ça va Hmm. dépendre. Mais en fait, ce Ça va sera un dépendre. troisième modèle, ce serait le Voilà, modèle c'est ça. du réciprocateur qui veut Voilà, bien adopter une stratégie en fonction de ce qu'il pense que les autres, de la stratégie voilà, qu'adoptent les voilà, autre. voilà. Effectivement, c'est un autre truc. Mais ça rentre là-dedans, donc ça serait Hmm. intéressant de voir dans quelle Hmm. mesure les trois voilà, jouent. Donc, ça Hmm. serait un papier intéressant à faire. Hmm. Ah, Et effectivement, là, bon. mon dispositif ne me permettait pas du tout de tester cet aspect-là. Mhm. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Il y avait, c'est-à-dire que les variantes où il y a le message, où il y a le vote, etc., ça donne des informations, mais on ne peut pas vraiment comparer à un Non, cas mais où. par exemple, vous demandez aux gens quelle est leur estimation du nombre de la fraction des gens qui vont répondre sur pour moi. Il me semble que vous l'avez Oui, oui, demandé, ça. ça c'est Ah, le. vous Oui. l'avez, mais à ce moment-là, vous pouvez utiliser cette fraction comme une Ben, variable explicative de la. Donc, vous on avez dit que voit, c'est comme justement, je disais, ça, c'est là où il ça y a le plus gros semblait ne pas écart. jouer beaucoup. C'est ça. Non, il y a un très gros écart entre, dans toutes les variantes, entre les égoïstes et les altruistes, enfin, je sais pas comment les appeler. Oui. Donc, dans leur perception dans leur prédiction du comportement des autres. Mais ce que j'observais qui était intéressant, c'était que si on regarde seulement ceux qui répondent pour moi dans les quatre variantes,
leur estimation du nombre de gens qui répondent pour moi varie très peu. C'est-à-dire que ça reste Hmm. toujours extrêmement élevé, au-dessus de 65%, je crois que le plus bas, ça devait être dans les 68% et maximum 75%. Quelque chose comme ça. D'accord. Et donc ça semble, il semble appuyer sur pour moi, indépendamment enfin, je ne sais pas comment l'interpréter parce qu'en fait c'est ça le truc, c'est que je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent que les autres appuient comme ça que eux-mêmes appuient sur pour moi. J'ai quand même l'impression que ça pourrait être une explication du truc, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont appuyé sur comme ça qu'ils veulent se Non, mais ce que je veux dire, c'est rationaliser? que si vous Mm, testez, vous avez des gens qui ont appuyé sur pour moi, des gens qui ont appuyé sur pour les autres. Et pour mm, chacun de ces personnes, vous leur avez demandé aussi quelle mm. était leur estimation du Oui, nombre des autres qui appuieraient sur pour moi ou pour les autres. Alors, donc, vous avez cette information pour chaque oui, individu, vous savez quelle est son estimation de oui, la fraction de ses condisciples qui appuient sur pour moi, par exemple. Alors, vous pourriez oui, prendre cette variable comme une variable explicative du fait que moi, je vais appuyer sur pour moi ou oui. non. Mais c'est pour ça. Et Mais quand vous faites mm, ça, mm. vous dites ça explique pas ou ça Ah si, bah, disons que est-ce que si ça contribue le, significativement au ça, fait bah, d'appuyer sur pour moi? en tout cas, si quelqu'un qui a prédit que il y avait une très haute proportion de gens qui appuient sur pour moi, il y a de très fortes chances qu'il a appuyé sur pour moi aussi. Et clairement, les deux sont liés, mais je peux pas savoir Mais la s'il y a une prédiction ou causalité. l'estimation, parce qu'il se peut qu'une personne, Ouais. moi je parle la croyance de la personne, pas la capacité prédictive, hein. Il y a des gens qui prédisent mal. Mm. Vous me l'avez dit, je pense le nombre de gens effectivement qui appuient sur pour moi, vous avez dit, c'est 35%, quelque chose comme ça? C'est 35% dans le pire des cas, sinon Hein. ça descend à 17%. En gros, c'est entre 35 et 17% Voilà, selon les voilà. Donc, variantes. voilà. Donc Mm. ça, c'est la réalité. Maintenant, parmi ces gens-là, il y a des gens qui pensent que les autres sont à 80% à appuyer sur pour moi, n'est-ce pas? Il y en a Oui. quelques-uns. Il y a une Ah, distribution des parmi ceux, croyances. oui, Hein. mais il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a 80% de pour moi, oui. Il y en a beaucoup, et en particulier parmi ceux qui appuient sur pour moi. Après, Oui, c'est ça. Mm, Donc, si on prend pour chaque individu le pourcentage qu'il attribue aux autres mm, appuyant sur pour moi. Donc, chaque oui, individu a un pourcentage qui lui est oui, propre, qui varie. oui, Voilà. Donc, si vous prenez cette variable-là comme variable explicative dans un mm, modèle probit du fait d'appuyer sur pour moi, mm, et vous faites une régression avec ça, plus l'âge, plus le genre, plus ci, plus ça, est-ce mm. que vous aurez un effet significatif? Ah, oui, oui, très clairement. Vous aurez un effet significatif. Ah oui, bah, ça, il y a beaucoup plus de gens qui appuient sur pour moi qui prédisent, qui sont pessimistes sur le fait que les autres appuient aussi sur Hmm, pour moi hmm. que chez ceux qui appuient sur pour les autres. Mais Donc vous ne l'avez pas testé en régression, disons, juste. non, j'ai juste, mais l'écart est Ouais. énorme. Ouais, L'écart est l'écart énorme. En est gros, énorme. Hmm. la moyenne des prédictions pour ceux qui appuient sur pour les autres, c'est de l'ordre de, selon les variantes, je crois que au pire, c'est 40%, et au mieux, ça va descendre jusqu'à 30%, donc c'est entre 40 et 30%. Tandis que dans le groupe qui répond Et puis ça pour moi. pour moi, c'est entre 75 et 68%. Hmm, Si je hmm, me souviens bien, hmm, j'ai regardé ça, les hmm, chiffres tout à l'heure. hmm, hmm. Donc l'écart est gigantesque. C'est pour ça que je dis, il y a vraiment c'est ça qui m'a le plus frappé dans le résultat, c'est à quel point ces deux groupes ont une vision du comportement des autres agents qui est radicalement différente. Ils vivent pas dans le même monde d'une certaine Hmm, façon. hmm, Et hmm. c'est pour ça que une des questions que je me posais, c'est est-ce que si on corrige justement cette croyance, si on arrive à convaincre quelqu'un qui se figure que les autres ne vont pas coopérer, qu'en fait la majorité va coopérer, est-ce que ça modifierait son comportement ou est-ce qu'en fait son comportement voilà, est déterminé par ailleurs, de toute façon il va appuyer sur pour moi et c'est juste par ailleurs ça lui donne l'idée que finalement les autres en font autant, mais s'il apprenait que c'est pas le cas, ça changerait pas son comportement. C'est ça que je peux pas vraiment Non, non, tester bien sûr, bien à sûr, travers le bien truc. sûr, bien Et, sûr. et c'est vrai que après coup, ayant les résultats maintenant, je me dis que ça c'est un aspect qui sera assez intéressant. Je sais pas exactement comment est-ce qu'on Tester. pourrait le tester, mais ce Tester. serait un aspect assez Hmm. intéressant parce que Ouais. c'est vraiment la question qui me reste après avoir étudié les résultats. C'est ce truc-là me frappe. Et ce que j'aime bien aussi, enfin, ce que j'aime bien, c'est que je pense que les gens qui répondent comme ça, que oui, bah, il y a 80% des gens qui vont appuyer sur pour moi, évidemment, ils vont se targuer d'être des réalistes, justement. Contrairement aux autres, les idéalistes qui pensent que, et en fait, non, c'est eux qui vivent dans un monde imaginaire, d'une certaine façon, dans lequel les gens sont extrêmement égoïstes, alors que c'est pas le cas. Hmm. Et je trouve ça assez intéressant de voir, est-ce que, du coup, si on corrige ce fantasme-là qu'ils ont sur les autres, est-ce que ça modifierait leur comportement ou est-ce qu'en fait, c'est Hmm. indépendant?
C'est ça. Après ça, il y a la question dans Mm. ces trucs-là qui sont compliqués à gérer, c'est l'utilité marginale décroissante du revenu. C'est-à-dire que si vous croyez vraiment que tous les gens vont appuyer sur pour les autres, ça veut dire que vous vous attendez à partir chez vous avec beaucoup d'argent relativement, voilà. Et Mm. donc à ce moment-là, vous avez pas trop d'intérêt à dévier, parce que ça va vous rapporter 10 € ou 200 € de plus, je sais pas, mais c'est relativement faible si vous avez déjà 1 000 €. Mm. Alors qu'au contraire, si vous avez 0, si votre anticipation, c'est que tous les gens vont appuyer pour moi et donc voilà, vous Mm. aurez rien des autres, ben à ce moment-là, ça a plus de valeur. Oui. Donc et ça pour l'argent, ça joue un peu parce qu'on Oui, je peut suis penser que d'accord, les je ouais, suis d'accord. Alors, dans mon script, je sais pas si vous l'avez lu, j'avais ajouté une longue note qui tourne un peu autour de ces sujets-là, notamment parce que il y avait des remarques sur le fait, alors les gens qui ont lu la note, ça va faire une redite, mais en gros, il y a une remarque qui revenait beaucoup sur le fait que si les gains étaient vraiment élevés, vraiment gigantesques, enfin, des gens donc qui répondent plutôt pour les autres, mais qui me disent, mais si le gain était vraiment élevé, j'appuierais sur pour moi. Et moi, je le comprends. Alors, c'est un peu le raisonnement contraire, c'est-à-dire que à partir d'une certaine valeur de gain, je sais pas, un truc énorme, genre, si j'appuie sur pour moi, je gagne 250 millions. En fait, le plus important, c'est que je reparte pas avec zéro. Parce que entre gagner Oui, c'est 250 ça. millions ou Mmh. gagner 500 millions ou 1 milliard, c'est de toute façon, voilà, l'utilité que je retire du jeu, elle est gigantesque et voilà. C'est pas 5 fois plus d'utilité que je retire du jeu si je passe si je repars avec 25 millions ou avec 125 millions, quoi. Et donc c'est pour ça que si les trucs sont trop élevés, beaucoup de gens vont se garantir voilà, de pas repartir avec rien Oui, c'est en ça. appuyant dessus. Tandis que si les gains sont plus modestes et si on peut tout à coup, on se rend bien compte que finalement ce qui va beaucoup jouer sur à quel point je vais être satisfait du résultat, c'est ce que me donnent les autres. Voilà, ce que je gagne moi, c'est bien, mais ce que me donnent les autres, c'est ça qui joue le plus sur à quel point je vais être satisfait du résultat, parce que ça peut faire varier du simple au quintuple, quoi. Donc c'est important d'avoir des valeurs où ça marche. Mais effectivement, on a un peu ce problème-là que, surtout si on a une sorte d'aversion au fait de repartir la queue entre les jambes, disons. Enfin, si on a une très très forte aversion à ça, eh ben on va appuyer sur pour moi pour s'éviter ce risque-là Mais de disons que ça repartir avec la dépend queue des entre les jambes. croyances qu'on a sur ce que font les Mm, autres. Encore une fois, dans mm, votre jeu, ce qu'on gagne, mm, c'est qu'une somme d'argent, enfin virtuelle mm, en plus en l'occurrence. mm, Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes convaincu ou croyez, vous êtes optimiste sur la nature humaine et vous pensez que il y a mm. 80 ou 90% des gens qui vont appuyer sur pour les autres, donc ça veut dire que vous partez déjà avec Oui, 900 euros, etc. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, mm, c'est moins coûteux pour vous d'être oui, moral, si vous voulez, parce que c'est vrai. voilà. Alors que si au contraire, vous êtes convaincu que personne ne va appuyer sur pour moi et que donc, de toute façon, là, vous avez zéro, ben là, vous avez peut-être un petit peu le coût pour vous d'être moral est plus élevé parce C'est que très juste. voilà. Mais d'ailleurs, faudrait que je regarde. Il doit y Mm, avoir une mm, petite partie des répondants qui sont très pessimistes sur le comportement des autres joueurs et qui, malgré ça, appuient sur pour les autres. Je sais pas, ça va être un profil de réponse oui, c'est ça. assez intéressant à regarder. Mais effectivement, je pense que ça doit être plus difficile. Euh, et après, et inversement, il y a aussi des gens qui doivent répondre, qui appuient sur pour moi, tout en étant persuadés que les autres appuieront sur pour les autres de toute façon. Mm. Ça doit y en avoir Bien aussi sûr, mais beaucoup. oui, il va y en avoir quelques-uns, voilà. Mais Mm, là, c'est des gens qui sont vraiment mm, parce que voilà, mm, qui sont purement selfish. Alors, il mm. doit y en avoir quelques-uns, des gens qui sont purement selfish, ils ont intérêt à toujours appuyer pour moi, Oui, quel que soit ce que font les le autres. jeu est C'est par fait pour ça. définition de la Oui. stratégie dominante. Donc, Ouais, ouais. mais c'est pour ça que j'ai l'impression quand même que les croyances qu'on a sur le comportement des autres est effectivement très déterminant quand même Mhm. Il pour semblerait le montrer qu'il y a une comportement. espèce de norme de Mm. réciprocité Mm. qui On s'impose, a plus effectivement. des voilà. C'est surtout des agents réciprocateurs. Voilà. Mais donc voilà. Et le truc c'est que typiquement savoir que les autres sont des agents réciprocateurs, même si je suis convaincu que tous les autres sont des agents réciprocateurs, ça m'informe pas vraiment sur qu'est-ce que je devrais faire parce que bah, ça c'est une sorte de boucle infinie. C'est je dois coopérer si les autres coopèrent, mais les autres coopèrent doivent c'est si moi-même je coopère, etc. Donc je sais pas comment on initialise le truc. Et peut-être justement l'effet du message, la variante où je donne un message qui incite à appuyer sur le bouton pour les autres, même si quelque part le message en lui-même n'apprend rien.
aux participants puisqu'ils ont déjà compris les propriétés du jeu et le message ne fait que répéter des propriétés du jeu, mais ça envoie un signal qui dit euh, voilà ce qui va être la norme du comportement dans ce jeu-là, quoi. Et donc tout à coup, les agents réciprocateurs ont plus envie d'appuyer sur pour les autres parce que finalement ils se disent bon bah visiblement c'est ce que les autres vont faire, donc il faut que que je sois dans la réciprocité et que j'en fasse autant, quoi. Donc Non, ça non, peut être une interprétation du truc. oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, dans ce jeu que vous avez considéré, il y Mm, a finalement deux solutions en stratégie pure qui sont pures dans un sens, hein, puisque il y a la solution kantienne qui est ici très clairement identifiée. mm. C'est je dois appuyer sur pour les autres. C'est vraiment la Il n'y a seule pas de doute. stratégie qui, voilà, qui satisfait l'impératif catégorique dans ce cas précis, en supposant que les gens ont les mêmes préférences, bien sûr, hein, qui Mm, sont ici très simples, parce que mm, c'est d'avoir une somme d'argent, donc elles sont très, très, très simples. Et l'autre norme de comportement, c'est la norme selfish, qui est la stratégie dominante. Moi, si je mm, regarde simplement mon intérêt, étant donné ce que font les autres, et je ne pense pas du tout à l'aspect, au résultat universalisé de mon action, eh bien, c'est pour moi. Donc, j'ai deux normes de comportement ici. Et typiquement, les gens du monde réel sont sûrement un peu, entre guillemets, un petit peu tiraillés entre les deux. Donc, il y a la morale et puis il y a mon intérêt. Et puis, ben, effectivement, donc il y a l'idée après ça qui a donc la réciprocité là-dedans, c'est l'idée que ben voilà, on a une espèce de contrat social ici. Donc voilà, si on s'y met tous, on connaît voilà, on connaît la norme morale, voilà, donc un intérêt de s'y conformer tous, mais en même temps, moi j'ai mon intérêt individuel mm, de freerider, parce que ça va me rapporter un peu plus, et donc chacun aussi a son intérêt individuel. Donc l'idée, c'est qu'il faut que chacun fasse un effort. C'est un mm. effort et ben, justement, là, l'effort, là, pour le coup, lui, il est basé sur la notion de réciprocité. Voilà, s'il y a une très bonne prévalence de la norme morale, eh bien, je veux dire, j'ai une plus grande incitation à m'y Mm. conformer aussi, parce que c'est un peu l'idée de la réciprocité. Peut-être que je me dis que je vais être un salaud, que les gens vont savoir, vont me revoir. Donc, c'est l'idée voilà, Mm. je traite les gens comme j'aimerais qu'ils me traitent. C'est l'idée d'un système interactif. Et là, ici, pour comprendre C'est pas cela, comme j'aimerais qu'il me le traite, mais c'est comme il me traite de fait. Parce que si c'est comme comme ils j'aimerais me qu'il me le traitent de fait, traite, comme ils me traitent ça de serait fait. Oui, vous plus avez raison. qu'ancien. C'est Vous plus avez comme raison. si de fait il coopère, bon, bah, il faut que je coopère aussi. Voilà, je me Mais sens plus mm, sous pression de coopérer parce que mm, je vais être un peu un mm, déviateur ou une brebis galeuse, entre mm, guillemets, si je ne coopère pas dans ce contexte-là. Si au mm, contraire, personne ne coopère, bon, ben là, à ce moment-là, je me mm, sens moins. Et donc, c'est ça. Et donc, ça veut dire que il y a des modèles qui font ça actuellement. J'ai beaucoup de mes collègues qui font ça. C'est des modèles où les gens combinent un élément selfish avec un élément kantien et donnent des poids à ces deux comportements. Et donc, mm, ces poids, ça voudrait dire que ces poids sont influencés par l'information que j'ai sur le comportement des autres. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une mm. information. Et ça, il n'y a pas beaucoup de beaux résultats théoriques là-dessus, de savoir D'accord. comment l'information sur les autres influence ma propre Mm, voilà, pondération des deux normes de comportement. Voilà. mm. Ah bah oui, ça paraît, surtout à la lumière du truc, de l'expérience, là, ça paraît intéressant comme Ouais. aspect à étudier. Ouais. Il y a un philosophe qui s'appelle Eric Schwitzgebel qui parle du fait qu'on aime être médiocre moralement. Les humains ne visent pas l'excellence morale, ils visent la médiocrité morale en règle générale. C'est-à-dire qu'on cherche, on cherche pas à être beaucoup plus moral que les autres. Enfin, la plupart des humains, il y en a qui vont aimer être excellents moralement, mais la plupart des humains visent plutôt à être dans le peloton moral d'une certaine façon. C'est-à-dire que ne pas être à la traîne derrière les autres d'un point de vue moral, mais ils sont un peu gênés aussi du fait d'être tout seul devant. Et donc, donc quelque part, si on a des informations sur la situation où se trouve le peloton moral, bah, si on sait qu'elle est un peu plus devant, bah, on va Mhm. accélérer. Si on pense au contraire Intéressant. qu'elle est un peu derrière, on va plutôt essayer de ralentir. Et c'est pas, alors ça peut paraître évident, mais c'est pas totalement évident parce qu'on pourrait se dire le fait qu'il y ait, enfin, qu'on soit globalement moyen moralement, ça pourrait être le fait simplement qu'on essaye tous d'être très moral, mais puis bon, forcément, il y a un peloton qui se forme. Mais en fait, là, l'idée, c'est vraiment plutôt de dire non, en fait, le peloton, il se forme parce qu'on a envie de rester dans cette espèce de On veut pas se voilà. distinguer. Donc, On mais veut pas trop se distinguer moralement, on veut être dans la norme morale que suivent les autres. On n'a pas de préférence particulière sur le fait de satisfaire une norme très élevée, on veut juste satisfaire à peu près la même norme que nos voisins, quoi. Mhm. Et je trouve ça Ouais, c'est assez... intéressant. Je ne connaissais pas mm, ce travail, mais donc c'est très mm, lié un peu à cette idée de mm. réciprocité Oui, quelque mais du coup, ça part. va Voilà. bien avec ça, Ouais, effectivement. ouais. On veut bien être moral,
dans la mesure où les autres le sont, parce que du coup, bah, C'est ça. on est Mais comme pas les autres, plus, quoi. pas Voilà. moins. On Voilà, pas est plus, finalement, pas c'est une moins. sorte de C'est un peu conformisme moral. Voilà. exactement Mm. conformisme moral. C'est intéressant. Donc Mm. je regarderai ce philosophe Alors il a juste écrit, je crois, un petit article qui est pas très. Enfin voilà, c'est juste, c'est une idée qui l'amuse parce que elle est. Bah, bizarrement, en fait, c'est pas un truc qui est très étudié en philosophie, cette idée que on vise la médiocrité plutôt que l'excellence en matière de morale. Et je trouve Hmm. ça. Mais La médiocrité, oui, la conformité, je dirais. oui, là, La le tournait comme conformité. ça, mais c'est médiocre au sens, voilà, la moyenne. Oui, oui, Voilà, on oui, vise oui, la oui, c'est moyenne. Voilà, pas. c'est comme il y a des matières comme ça à l'école où on cherchait pas spécialement à se distinguer, je veux juste avoir la moyenne, on est content. Et ben, la plupart des humains, en matière de morale, ils sont comme ça, ils visent la moyenne, Hmm, hmm, ils visent pas à se distinguer. hmm.